RMC, Apolline Matin. Apolline de Malherbe. Il est 7h41 et vous êtes bien sur RMC. L'invité du jour. C'est vous, Patrick Klugman, bonjour. Vous êtes avocat et vous avez été l'avocat de la famille de Gilad Shalit. Gilad Shalit, c'est ce soldat franco-israélien qui avait été pris en otage pendant 5 ans par le Hamas avant d'être libéré. Et libéré en échange de 1000 prisonniers palestiniens. Aujourd'hui, on n'a pas le chiffre exact. Autour de 100, 150, peut-être 200 otages, dont une vingtaine de Français, 18 Français dont on est toujours sans nouvelles, probablement parmi lesquels quelques enfants, un garçon de 12 ans, une petite fille de 13 ans. Est-ce qu'il faut négocier avec le Hamas ? Vous savez, l'enlèvement, le déplacement de populations civiles dans le cadre d'un conflit, ce sont des crimes. Des crimes de guerre et, en l'occurrence, probablement des crimes contre l'humanité, vu ce qu'on a vu notamment dans le kibboutz limitrophe de Gaza. Négocier avec des terroristes ou avec des gens qui prennent des otages, c'est interdit. C'est interdit dans notre droit à nous. Vous ne payez pas une rançon avec des gens qui prennent des otages. C'est interdit. Alors c'est interdit officiellement. C'est interdit officiellement, mais ce que je veux dire, c'est que vous continuez le crime. Vous encouragez des bandes de terroristes. Oui, mais c'est quoi l'inverse ? Encore une fois, il faut bien se rendre compte que là, il n'y a aucune bonne option sur la table. Le Hamas, ce n'est pas une organisation politique telle que nous en connaissons, ce n'est pas un gouvernement, c'est une organisation qui a un but qui est uniquement, on va dire, militaire et dans sa mise en exécution, uniquement terroriste. Leur but, leur charte, c'est de faucher des vies, même pas israéliennes, des vies juives. C'est la charte du Hamas. Je lis une partie de leur charte, la charte du Hamas, c'est de tuer des juifs et de tuer le plus de juifs possible. Voilà, c'est l'article 6 de la charte du Hamas. Donc, dans ces conditions, je ne dis pas qu'après une action militaire qui est en cours, il n'y aura pas des mécanismes diplomatiques qui vont se mettre en place, qui permettront des échanges de prisonniers, en l'occurrence de gens qui ont été illégalement enlevés à leur vie en Israël. Ça, c'est un autre mécanisme. Et ça ne se fera pas directement. Il n'y aura jamais de discussion. Ni directement, ni officiellement, en réalité. À la fin, l'accord qui a eu lieu, qui a permis la libération de Gilad Shalit, c'était bien un accord qui avait 1027 prisonniers Exactement. palestiniens qui avaient donc été libérés. Là, on entend beaucoup de gens qui disent... Échangés, on peut dire, avec Exactement. Gilad Beaucoup de Shalit. gens qui disent, oui, ils n'ont rien à faire en Israël des otages, ils veulent juste détruire le Hamas. Je trouve ça ignoble de dire cela, et vraiment, j'ai pas de tendresse pour le gouvernement israélien en temps ordinaire, mais c'est vraiment ignoble de dire cela, surtout quand on connaît le précédent Shalit, où Netanyahou, de bon gré ou de mauvais gré... Il était déjà Premier ministre, Bien Benjamin sûr, Netanyahou. c'était Netanyahou qui a fait cet accord. On libérait 1000 personnes qui étaient jugées, condamnées, des gens qui avaient été arrêtés, et pour permettre le retour d'un seul et de récupérer les dépouilles. Pour une vie, ils avaient... Et pour récupérer les dépouilles. C'est vous dire le fonctionnement de la société israélienne, parce que pour le coup, il y avait un certain consensus. En l'occurrence, nous sommes face à des crimes. Et je pense que la justice doit aussi parler. La justice internationale et probablement nos justices. Vous vous rappelez, Apolline de Malherbe, combien de nos compatriotes sont impliqués ? Combien sont déjà morts ? Combien sont probablement enlevés ? Eh bien, vous savez que 11 morts, au moment où l'on se parle, c'est le dernier bilan. 11 morts, 18 Français portés disparus, dont en effet au minimum 2 enfants. La loi pénale française, vous recevrez tout à l'heure notre garde des Sceaux, s'applique pour tout Français, où que ce soit dans le monde, victime d'un crime. Le crime d'enlèvement, le crime de séquestration est un crime. Donc la loi pénale française, je ne parle même pas de la justice internationale, peut s'appliquer pour chacune des personnes qui auraient été assassinées et qui sont de nationalité française, pour chacune des personnes qui manquent à leur famille. On réfléchit avec certains de mes confrères en France et ailleurs, avec Françoise Imray, avec d'autres, à mobiliser un collectif d'avocats pour représenter ces familles, et pas que les Françaises évidemment, mais notamment les Françaises, et leur aider dans des démarches judiciaires. Parce que, qu'on le veuille ou non... Mais que pouvez-vous faire ? Pardon. Alors c'est très simple. Honnêtement, évidemment qu'on vous écoute sur le droit, mais que pouvez-vous faire quand on sait que ces enfants, on ne sait même pas où ils sont, on ne sait même pas comment est-ce qu'ils sont traités ? Est-ce qu'on a une idée ? Est-ce que Gilad Shalit lui-même a témoigné de ce qu'il avait vécu pendant ces 5 ans ? Gilad Shalit s'est jamais exprimé depuis qu'il est sorti. Et ça faisait partie, je pense, de sa reconstruction. Il a été débriefé pour savoir, mais en tout cas jamais publiquement. Ce n'est pas encore le moment du droit. Mais vous voyez, regardez ce qui se passe dans le conflit
en Ukraine. Vous voyez bien que l'émission de mandat d'arrêt contre des responsables militaires ou paramilitaires ou politiques russes entrave, qu'on le veuille ou non, l'action de la Russie. Ils s'en défendent, ils disent que non, mais nous savons... Donc ça ne sert pas à rien. Nous savons que les sanctions, et notamment l'utilisation de l'outil judiciaire dans le cadre de conflits armés, ça existe aussi, ça fait partie de l'arsenal, et ça fait partie des choses que la France devra envisager. La France a un immense rôle à jouer, parce que nous sommes un pays qui a des liens avec tout le monde. Est-ce qu'il faut que la France aille négocier ou en sous-main ou de manière plus officielle avec le Qatar? Est-ce qu'il faut que l'on accepte que la Turquie joue un rôle de négociateur ou de médiateur? Moi, je vous dis, on a de nombreux ressortissants qui sont impactés. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas dire, croire et prétendre, comme je le crois, que nous sommes à la fois une grande puissance diplomatique, une grande puissance militaire et un pays pour qui le droit veut dire quelque chose et que nous n'aurions aucun rôle à jouer dans cette affaire. Patrick Klugman, est-ce que les familles de ces enfants, de ces ressortissants franco-israéliens ou même seulement français qui sont aujourd'hui otages, vous ont contacté? Est-ce qu'ils se parlent? Est-ce qu'ils en appellent à la France? Je crois que pour le moment, ils sont très désemparés et comme tout le monde, ils suivent la situation d'abord et en premier lieu en Israël, puisque là, ce qui se passe, c'est qu'il y a quand même une opération qui est avant tout militaire. On sait que quand il y a une opération militaire en cours, je dirais que la voie diplomatique, quelle qu'en soit la nature, suivra et qu'ensuite, éventuellement, si elle n'est pas fructueuse, la voie juridique trouvera à ce moment-là le temps pour agir. Mais en ce moment, en Israël, c'est un pays qui a été attaqué, c'est un pays qui est en guerre. Les familles des personnes disparues sont évidemment inquiètes et désemparées, mais la société israélienne tout entière comprend, y compris les familles d'otages, je crois, ce qu'il se passe. Il y a un temps pour il y a Fabrice qui nous a appelé au 32-16, qui vit justement sur place à Tel Aviv et qui nous a appelé. Vous écoutez RMC depuis là-bas, depuis Israël, Fabrice. Vous vouliez aussi témoigner de cette angoisse dont on parle à l'instant avec Patrick Klugman. Vous avez tous, à un moment ou à un autre, un frère, un cousin, le frère d'un ami qui se retrouve touché par les drames qui se sont emparés d'Israël depuis samedi. Est-ce que vous vous dites il faut négocier? Est-ce que vous dites il faut stopper même les bombardements de peur qu'ils ne touchent les otages? Quelle est la position? Bonjour Apolline. D'abord, très honoré de passer dans votre émission. Moi, j'habite en Israël depuis 6 ans. Je vous écoute tous les matins. Je suis kinésithérapeute, je fais beaucoup de domicile, donc je passe ma journée avec RMC dans les oreilles. Oui, on est tous touchés parce que Israël, c'est un petit pays. Il faut comprendre que c'est 8-9 millions d'habitants. Que là, il y a 500 000 soldats qui sont mobilisés. Donc, on a tous un frère, un voisin, un père, un cousin. Voilà, c'est une guerre qui concerne tout le monde. C'est une guerre qui se passe à Israël. C'est un minuscule pays. Je ne sais pas si les gens le savent, mais moi personnellement, j'habite à 20 km de la bande de Gaza. Oui, rien n'est loin. Rien n'est loin, on est tous à côté. On est tous à côté. C'est pas les États-Unis où il y a un conflit sur la côte est, on habite la côte ouest, ou la Russie, ou même la France, ou celui qui habite à Paris, s'il y a une guerre à Cannes, il est quand même à 1000 km. Nous, on est au maximum, j'allais dire, quel que soit l'endroit où on habite en Israël, à aller entre 3 et 100 km, grosso modo, du conflit. Donc c'est un conflit qui est dans le pays. Voilà, tout à l'heure, la personne que j'ai eue avant d'intervenir à l'antenne me disait comment est l'ambiance. Là, tout de suite, je vous appelle, je suis à Ben Yehuda, dans la rue Ben Yehuda à Tel Aviv. Ouais. Pour ceux qui connaissent Tel Aviv, la rue Ben Yehuda, c'est une rue qui vit 24 heures sur 24. Il y a du monde tout le temps, il y a plein de cafés, il y a plein de magasins. Là, je suis en bas de chez mon patient qui m'attend que je monte le voir. Il y a 3 taxis, 2 vélos et 4 piétons. Voilà, c'est assez désert en fait. Les gens se taisent. C'est désert et puis on est tous, c'est ce que je disais l'autre jour dans une autre émission, mais samedi on était sidérés. On s'est réveillé samedi matin sans comprendre d'abord militairement ce qui s'est passé, et ça il faudra me répondre à cette question, pas aujourd'hui, plus tard. Le comment ça a pu être possible que autant de terroristes rentrent entre guillemets si facilement dans le pays, etc. Là, maintenant, on est sur une autre ambiance. On est sur une ambiance où, effectivement, il y a des otages. On ne sait pas combien. On ne sait pas s'ils sont 100, 200. Il y a des chiffres qui circulent. Tous les jours, on apprend un nombre de décès encore plus important.
avec On des sent la horreurs. solitude, Fabrice, on sent la solitude des familles. Vraiment, c'est ce qui nous frappe dans les différents témoignages, et j'en parlais avec vous à l'instant, Patrick Klugman. La solitude de chaque famille qui a l'air d'être obligée de se débrouiller toute seule, parce qu'effectivement, c'est dans un contexte terrible. J'entendais l'autre jour le frère d'une des jeunes femmes qui avait disparu dans la rave, dans le grand concert du sud du pays, et qui se débrouillait tout seul, qui partait au consulat de France parce qu'il se disait peut-être que la France saura me répondre davantage. Fabrice, vous ressentez cette solitude ? Fabrice, la liaison est difficile. Patrick Klugman, je vous pose la question à vous. Oui, mais juste pour réagir à ce que disait Fabrice, pour comprendre ce qui leur arrive, c'est simple. Ils ont eu samedi plus de 10 fois le Bataclan dans un pays 10 fois plus petit. Avec une similarité de scène, notamment ce qui s'est passé sur la Rave, qui était un festival de la paix. Et en plus, ça s'est passé dans des kibboutz, des endroits, vraiment, on a dédié, c'est des espèces d'utopies socialistes qui en plus sont sur des territoires... Oui, parce qu'on dit le mot kibbutz, mais c'est vrai qu'il faut toujours le rappeler, c'est des sortes de villages communautaires qui sont dans une approche aussi de partage. Exactement. Donc, c'est monstrueux, à tout point de vue, c'est monstrueux. Et puis, encore une fois, il y a eu ces scènes de bébés décapités, ce qu'on n'avait jamais vu, en tout cas dans ce conflit-là, et j'ai pas le sentiment qu'on en avait vu, même ce qu'on a vu de Daesh, on n'avait pas vu les bébés décapités. On est donc sur des choses qui sont inouïes, inédites, et les familles des otages, elles sont, vous savez, dans le droit de la famille, on parle de conflit de loyauté. Voilà. Les familles des otages, elles sont exactement dans un conflit de loyauté atroce, puisqu'elles sont obligées d'espérer que les frappes soient les moins violentes possibles et que ça dure le moins longtemps possible pour espérer retrouver les leurs. Et en même temps, ce sont des citoyens israéliens qui savent ce qui s'est passé. Un tiraillement et une forme de conflit de loyauté intérieure, comme vous dites. Patrick Klugman, merci d'être venu dans ce studio. Merci à Fabrice aussi, qu'on accompagne donc tous les matins. Merci Fabrice d'avoir composé le 32-16 et d'être venu témoigner depuis Tel Aviv. Je rappelle aussi, Patrick Klugman, vous qui avez donc été l'avocat de la famille de Gilad Shalit, que vous envisagez cette initiative, un collectif, un mandat collectif d'avocats français qui pourrait tenter de soutenir ces familles et même internationaux. Mais dès que le droit aura sa place, et je pense que c'est pas exactement tout de suite, mais j'espère qu'on n'en aura pas besoin, mais dès que le droit aura sa place, il faudra que nous agissions et le plus longtemps possible. Et vous le mentionnez.